Quoi qu'il en soit, on va parler de l'imagerie de la coiffe de rotateur. Encore une fois, on va essayer de se concentrer sur comment l'imagerie peut nous apporter des informations sur la pathologie tendineuse. Alors, en fait, ça me fait comme toi tout à l'heure, tu vois. Tu tapes, tu cliques sur l'image et puis ça va passer. Merci. Voilà. Donc, si on va un petit peu vers les recommandations officielles, eh bien, en fait, concernant la douleur de l'épaule chronique, les recommandations de la HAS, qui remontent maintenant à plus de 15 ans, consistent à dire que lorsque vous avez un patient qui a une douleur de l'épaule, eh bien, il faut faire une radiographie simple, une échographie, comme examen de débrouillage. Alors, est-ce que, à l'heure de l'arthroscanner, de l'IRM et de l'arthro-IRM, il est pertinent de continuer à faire ce genre d'imagerie ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Eh bien, on va essayer de voir un petit peu quelle image apporte quelle information sur les tendinopathies. Concernant la radiographie, en fait, la radio, elle explore essentiellement trois parties. Elle explore l'articulation acromioclaviculaire, qui est très souvent remaniée après la quarantaine, comme je vous l'ai dit, avec des ostéophytes et une arthrose fréquente et dans l'immense majorité des cas totalement asymptomatique, et donc elle n'a aucun intérêt sur le tendon. Elle explore l'arthrose gléno-humérale, qui est, vous le savez, très rare et qui est une destruction de l'articulation, mais qui n'a elle aussi aucun intérêt sur le tendon. Et puis, on a des signes indirects au niveau de l'épaule, surtout dans l'espace sous-acromial. On sait que si on a un espace sous-acromial inférieur à 7 mm, ça veut dire que la coiffe est détruite et on peut avoir des calcifications qui apparaissent. Et ainsi, l'intérêt principal de la radiographie va être de mettre en évidence un contenu calcique sous l'acromion, c'est une tendinopathie calcifiante, ou alors, comme dans la radio en dessous, eh bien, une tendinopathie rompue, un stade ultime, on est au stade de l'homarthrose excentrée, la tête humérale est venue se caler sous l'acromion, là il n'y a plus de coiffe, et donc c'est la tendinopathie rompue au stade maximum. Geoffroy, je La peux radio, te demander de montrer avec ton curseur les zones que tu... là, ça va, calcification et excentration, mais c'est vrai que comme ce sont des images radiologiques, enfin, tous ceux qui sont en ligne là, et qui verront le topo ne sauront pas forcément que l'image d'en bas, c'est une omarthrose excentrée. donc en bas, on parle d'homarthrose excentrée pour deux raisons. D'abord parce que la tête humérale n'est plus en face de la glène, la tête est montée, et vous voyez que l'espace entre l'acromion et la tête humérale a disparu, et comme c'est la place de la coiffe supérieure, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de coiffe des rotateurs à ce niveau-là. On a une tendinopathie rompue totale de la coiffe des rotateurs, donc c'est un signe indirect de la lésion de la coiffe des rotateurs. La radio peut être intéressante aussi. Il y a une grande tendance actuelle à évaluer un petit peu ce qu'on appelle le CSA. Si vous vous intéressez un petit peu à l'épaule, eh bien, vous avez vu que c'est un score qui est à la mode, qui consiste à regarder un petit peu quel est le débord latéral de l'acromion. Et en fonction de son débord latéral, on pense que le deltoïde a une action plus ou moins importante et qu'il va venir coincer la tête de l'humérus sous l'acromion et favoriser la coiffe de rotateur. C'est encore une théorie, ce sont des études qui sont faites actuellement. Pendant des années, on a dit que l'acromion était trop crochu, après on a dit qu'il était trop débordant en avant, maintenant on dit qu'il est trop latéral. Tout ça, pour l'instant, reste à être prouvé, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir sur la radiographie. Et donc, c'est intéressant de le savoir lorsqu'on s'intéresse à la tendinopathie de l'épaule. L'échographie. Alors, l'échographie, c'est l'examen par excellence pour mettre en évidence une lésion de la coiffe des rotateurs. Cependant, et ça c'est fondamental parce qu'on le voit de manière quotidienne dans nos boutiques, en consultation, cet examen ne peut être fait que sur une épaule parfaitement souple. J'ai mis toutes ces photos ici, vous voyez que l'épaule doit pouvoir bouger. Si vous ne pouvez pas faire de rotation externe, si vous ne pouvez pas mettre la main sur la fesse, et c'est le cas souvent dans les épaules raides, eh bien, l'échographie n'a pas de valeur. Donc, l'échographie est un bon examen de débrouillage pour faire le diagnostic de lésion de la coiffe de rotateur. On ne peut pas la quantifier, on peut simplement l'évoquer par le fameux signe que vous avez trouvé dans les comptes rendus de double épanchement, gléno-huméral et sous-acromial, qui évoque une lésion de la coiffe très souvent. Et ça, c'est intéressant pour rechercher une lésion. Et si la lésion est présente et qu'il faut aller plus loin, on fera une imagerie en coupe. Mais gardez à l'esprit que cet examen est un examen dynamique. Et lorsque vos patients qui ont une capsulite ou une épaule raide ou qui ne bougent pas bien vont vous dire « j'aimerais faire une échographie », il ne faut pas la faire parce qu'elle ne sert à rien. Elle ne va pas vous permettre d'explorer de manière exactement parfaite les tendons. Et il va y avoir des images qui vont être fausses. Ça, les radiologues sont tous d'accord. Donc, ça ne sert à rien de faire une échographie sur une épaule qui n'a pas été parfaitement assouplie. Je vous le redirai à la fin, il n'y a jamais d'urgence à faire une imagerie de la coiffe de rotateur. Si vous avez un patient qui arrive en consultation générale ou qui arrive chez le kinésithérapeute et qui a une épaule qui est raide et douloureuse, l'échographie est inutile et va plutôt nous orienter du mauvais côté, donc pas d'échographie dans ces conditions-là.
Le scanner, c'est très simple, il n'a quasiment aucun intérêt dans la pathologie tendineuse. Le scanner, c'est très bien pour voir des images en 3D, dans l'instabilité de l'épaule, pour voir exactement les usures de glène, les encoches, etc. Dans la pathologie de la coiffe des rotateurs, il a un intérêt pour voir la qualité du muscle et ce qu'on appelle l'infiltration graisseuse, ça c'est bien connu, mais on ne peut pas voir le tendon avec un scanner simple. L'examen de référence, c'est bien sûr l'IRM. Alors l'IRM, elle a plusieurs intérêts. Elle va nous permettre de voir, comme on le voit là-haut, la qualité du muscle. Ici, vous avez le muscle est en noir et autour, le blanc, c'est du gras. Et donc ça veut dire que vous avez une infiltration graisseuse, et je dirais même une amyotrophie, puisqu'on a un tout petit muscle et du gras autour. Et ici, vous avez un muscle de meilleure qualité avec un petit peu de gras dedans, donc on voit tout de suite que le muscle est meilleur. L'IRM, elle va pouvoir nous parler aussi d'atteinte neurologique. Ici, c'est un patient qu'on a vu récemment avec mes collègues et qui présente une atteinte avec une grosse inflammation du muscle supraépineux, vous voyez qu'il est au-dessus de l'épine, de l'infraépineux et du petit rond. Et c'est ce qui rentre typiquement dans le syndrome de Parsonage-Turner, qui est une maladie neurologique, une inflammation nerveuse, qui donne ces images de remaniement et d'inflammation musculaire. Mais surtout, l'IRM va nous permettre de voir le blanc. Vous savez que quand on regarde une IRM, ce qui n'est pas normal, c'est le blanc. Il ne devrait pas y avoir de blanc. Le tendon, normalement, est noir et l'os aussi. Et ici, on voit très bien dans l'image en bas à gauche qu'il y a du blanc qui est apparu. Ça veut dire qu'il y a un trou, un espace qui est mis en évidence par l'IRM. Ça signe la tendinopathie rompue à un certain degré. Alors, quelles sont les tendinopathies? On va revenir à mon petit topo du début. Il y a des tendinopathies corporeales, c'est-à-dire qui touchent tout le tendon, et c'est la tendinopathie fréquente de l'homme ou de la femme de plus de 55 ans qui a mal à l'épaule. On voit sur l'IRM plusieurs choses. On voit qu'il y a un épanchement, et c'est grâce à cet épanchement d'ailleurs tout autour du tendon qu'on parle de bursite ou d'épanchement sacromial, c'est probablement lui qui fait mal. Et on voit que le tendon, eh bien, il part de la droite du muscle et il vient venir se fixer sur les tubérosités avec une continuité. Il est hétérogène, il devrait être tout noir, il n'est pas tout noir, il y a des traces de blanc à gauche comme à droite. On a une tendinopathie diffuse, un tendon qui est globalement malade. C'est la tendinopathie corporeale qui est physiologique, mais qui bien sûr peut se rompre parfois. Il existe la tendinopathie d'insertion qu'on appelle aussi l'antésopathie. Ici, vous voyez que l'image d'anomalie du tendon est absolument différente. On a affaire ici à un tendon qui est parfaitement en continuité. Là, vous avez la tête de l'humérus, là, vous avez les tubérosités. Le tendon en avant et en arrière est bien inséré. Et au milieu, sur la zone d'insertion, vous avez une tendinopathie. C'est la zone de fixation qui est malade. Ici, la tendinopathie ou l'antésopathie est bien focalisée. Elle ne bouge pas. Et ici, elle s'est déchirée dans sa partie distale. On voit aussi un bel épanchement dans l'épaule et une rupture partielle du tendon, puisqu'en fait, la partie ici est encore fixée. C'est une tendinopathie d'insertion déchirée à droite et non déchirée ou non rompue à gauche. Et puis, on a les ruptures partielles dont on a parlé. La rupture partielle, ça peut être des ruptures qui sont à l'intérieur du tendon, c'est assez fréquent. On peut avoir des ruptures superficielles et des ruptures profondes. La rupture dans le tendon, c'est cette image magnifique qu'on a récupérée il n'y a pas très longtemps, qui montre en fait au sein du tendon supraépineux un kyste à l'intérieur. Alors, on a discuté pendant de longues heures pour savoir s'il y avait ou pas une communication avec le reste du tendon, mais on ne l'a pas trouvé. Et c'est un tendon qui, à l'intérieur, a un épanchement. C'est une tendinopathie intracorporéale. Les tendinopathies superficielles, eh bien ici on a une belle image à gauche, vous voyez qu'on voit notre tendon, encore une fois en noir, on voit l'acromion qui est au-dessus, et puis il y a un morceau supérieur du tendon qui est amputé, et ça c'est une tendinopathie partielle, avec une rupture partielle, il reste du tendon. Ce sont des tendinopathies qui sont très douloureuses parce que les patients tirent sur le petit morceau de tendon qui reste, ça fait très mal. On voit que dans la partie antérieure, le tendon est normal, et ici, juste en regard de l'acromion, on a une déchirure superficielle du tendon, une rupture tendineuse partielle, elle n'est pas totale. La tendinopathie rompue, c'est lorsque le corps est totalement déchiré. Ici, chez un patient, on a une IRM, on voit des beaux kystes qui peuvent être vus sur l'IRM. On a le muscle qui est là, et puis entre le muscle et la tubérosité, il n'y a plus rien. C'est la tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs. Lorsqu'on rentre dans l'épaule, eh bien, on voit à droite une partie du tendon avec le muscle qui est en continuité, un morceau de tendon qui est resté sur l'os. Ici, vous voyez la longue portion du biceps, le cartilage, et donc il y a un gap avec une rupture totale, transfixiante de la coiffe des rotateurs. La tendinopathie qui est bien connue et dont on abordera le traitement la prochaine fois, c'est la tendinopathie calcifiante qui correspond donc à l'apparition dans le tendon ou dans la partie périphérique du tendon d'une poche de calcium. Il existe 3 types de calcification. Il y a des calcifications qui sont de type A, qui sont des boules qui sont dans l'espace sous-acromial. Ça, c'est la classification de la SFA, qui a un intérêt à la fois sur la prise en charge thérapeutique, mais aussi sur le pronostic. On en a de type B, qui sont en fait des espèces de polylobés, avec ici
trois abcès ou trois calcifications dans le tendon. Et puis, on a l'aspect diffus, comme ça, en nuage, qui est un aspect beaucoup plus hétérogène et dont le traitement sera totalement différent. Ici, le diagnostic de la tendinopathie calcifiante se fait sur la radio. Sur une IRM, on ne peut pas faire le diagnostic parce que le tendon est noir et la calcification aussi est noire. Enfin, l'IRM permet de voir un conflit sous-acromial. Ici, vous avez un bel épanchement dans l'espace sous-acromial avec un tendon qui est normal. On a l'impression qu'on a un acromion qui vient sur le tendon. En fait, c'était une patiente qui était pianiste et qui, avec un déséquilibre lors d'un changement de jeu, présentait des douleurs extrêmement importantes au niveau de l'épaule. On a fait cette IRM qui montrait un épanchement majeur. Et en l'orientant vers des kinésithérapeutes spécialisés dans la prise en charge des musiciens, eh bien, l'épanchement a disparu et la douleur a disparu. Donc, on n'avait pas du tout de tendinopathie. On avait un conflit induit par une mauvaise position de l'épaule et l'image s'est normalisée après une rééducation sans aucun geste chirurgical. C'était un problème de dysfonctionnement au niveau de l'épaule. L'arthroscanner a très peu d'intérêt aujourd'hui dans les lésions de l'épaule. Il a un intérêt des tendons. Il ne verra pas le tendon, il verra des images indirectes. Il a surtout un intérêt dans l'instabilité. Mais si pendant des années, la France a défendu l'utilisation de l'arthroscanner dans les lésions de la coiffe de rotateur, aujourd'hui on a des IRM qui, dans l'immense majorité des cas, nous permettent de voir les lésions tendineuses. Lorsqu'on a un doute, on fait un arthroscanner, soit parce qu'on a un doute sur une lésion partielle, notamment profonde, ou lorsqu'on a un doute sur une lésion du cartilage associé chez les patients âgés, pour ne pas passer à côté d'une arthrose débutante. Dans la pathologie tendineuse, je crois qu'il faut vraiment oublier l'arthroscanner. Alors, si on fait un bilan rapide, globalement, quand on regarde toutes les pathologies qu'on peut avoir au niveau de l'épaule, si vous avez un patient qui a une épaule extrêmement douloureuse et qui bouge, mais qui fait très très mal, insomniante, c'est probablement une calcification. Une imagerie qu'il faudra faire, c'est une radiographie. Pas besoin d'aller vers une IRM lorsque le patient est extrêmement douloureux. Si l'épaule est souple et que le patient est déficitaire, vous pensez à une tendinopathie, rompue ou pas rompue de la coiffe des rotateurs, dans ce cas-là, il faut s'orienter vers une échographie qui est un bon examen des débrouillages. En message, il faut garder quoi? Le diagnostic, bien sûr, de débrouillage doit se faire sur l'échographie, mais demander une échographie uniquement sur une épaule souple. Si elle est enraidie et qu'il ne peut pas mettre la main dans le dos, ça n'a aucun intérêt. Il ne faut pas demander de scanner pour explorer les tendons. Ça existe encore. Il n'est pas rare de voir des patients qui viennent en disant « J'ai eu mon échographie, ma radio, après on m'a fait un scanner, puis une IRM ». Ça n'a pas d'intérêt. L'IRM et l'arthroscanner, ils rentrent surtout dans le cadre… Approche-toi, Geoffroy. Oui, l'IRM et l'arthroscanner, ils rentrent surtout dans le cadre de l'hyperspécialité pour savoir si le tendon doit être opéré et ils ne vont jamais modifier la rééducation ni le traitement médical. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le tendon est rompu ou pas qu'on va faire une infiltration. On va traiter les symptômes avec l'infiltration, la douleur, on va traiter la raideur avec la rééducation. Et si jamais, malgré ça, ça ne va pas, dans ce cas-là, l'IRM et l'arthroscanner ont vraiment une place. D'autant plus qu'il n'y a jamais d'urgence à faire un bilan de coiffe dégénérative. Si votre patient a 55 ans, qu'il a une douleur qui est arrivée progressivement, il faut traiter les symptômes. Et si ça récidive ou si ça ne va pas, dans ce cas-là, on va vers une imagerie. Ok, merci beaucoup, Geoffroy. C'est un topo vraiment, je pense, essentiel pour les kinésithérapeutes pour bien comprendre à qui s'adresse tel et tel examen. Il est 21h50, ça fait 20 minutes qu'on a dépassé déjà le timing, je suis vraiment désolé. Mais vous pourrez revoir en replay de toutes les façons cette masterclass. Je te pose juste quelques questions rapides, Geoffroy. Oui. Est-ce qu'il y a, tu parles de pas d'urgence à réaliser un examen d'imagerie, est-ce qu'il y a quand même une urgence pour une lésion traumatique chez un jeune? Alors, c'est différent. Sur un jeune qui a une lésion traumatique ou une suspicion, Oui. bien sûr, on va pouvoir faire une échographie ou une IRM rapidement. Moi, je parle Ok. plutôt de l'épaule chronique. C'est quoi une fissure tendineuse? Bon, je crois que tu l'as expliqué, ça Une peut être à la déchirure. fois Une fissure ou une fissure déchirure, c'est la même tendineuse. chose. Hein, comment? Une fissure, une lésion ou une déchirure, c'est la même chose. Alors pour moi, déchirer, c'est complet, mais bon, Non, après, parce que tu peux avoir des déchirures partielles, etc. bon, Sinon, ok. ça fait Après, c'est partie le du problème des total. termes. Vous avez France- remarqué qu'on n'a pas les mêmes termes. Moi, je pense que si on utilisait rupture pour les ruptures franches, ce serait plus clair, et tendinopathie pour tout le reste, parce qu'une rupture partielle, en fait, c'est une tendinopathie. Et les fissures, ben, la fissure, elle peut être intratendineuse, comme tu l'as montré, elle peut être profonde, elle peut être superficielle. Donc, c'est des termes qui veulent dire un peu la même chose. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu as utilisé le terme de raide. Et il y a eu beaucoup de questions parce que tu dis l'épaule est raide. Lorsqu'un chirurgien parle d'épaule raide, ce n'est pas forcément une pneumarthrose qui ne peut plus bouger, ce n'est pas forcément articulaire. Une épaule raide, c'est une épaule qui va manquer de mobilité. Par Et rapport à l'épaule contralatérale. voilà, par rapport à l'épaule contralatérale, et ce n'est pas forcément une énorme raideur. Une épaule à qui il manque 20-30 degrés, ben, c'est une épaule qui, pour certains chirurgiens, va être raide. On va dire qu'elle manque de mobilité.
On utilisera peut-être le terme de RAID plus pour les capsulites de notre côté. Voilà, il faut juste que vous discutiez avec les médecins avec qui vous travaillez pour comprendre les termes qu'ils utilisent. Dernière question, est-ce qu'il est utile de faire un arthroscanner quand même pour une tendinite du long biceps en lien avec une SLAP lésion? La Alors, la SLAP lésion, le diagnostic est souvent chirurgical, l'arthroscanner pour l'évoquer. L'indication pour moi de l'arthroscanner, c'est plutôt lorsqu'on a une suspicion de lésion du biceps avec un biceps qui sera en conflit avec un sous-scapulaire. Le sous-scapulaire et la jonction entre sous-scapulaire et biceps est souvent, notamment dans les traumatismes, cause de douleur, et l'IRM est très peu sensible et permet peu de faire le diagnostic. Donc en effet, quand il y a des lésions du tiers supérieur du sous-scapulaire et du biceps, il y a un intérêt à faire un arthroscanner. Les SLAP lésions, ça c'est un diagnostic où vous pouvez aller sur notre site, hein, on a fait un petit topo là-dessus, Oui. exceptionnel, surestimé, et la SLAP lésion est quasi exceptionnelle et n'existe, je dirais, quasiment pas. Donc, une pathologie d'insertion du biceps existe, des petites lésions de la zone du biceps existent, et l'arthroscanner va pouvoir la mettre en évidence, mais c'est souvent la SLAP lésion une découverte qui est faite plutôt pendant une opération, parce que c'est extrêmement difficile de mettre en évidence une SLAP lésion avec un arthroscanner. Merci beaucoup, Geoffroy, sur cette slab. Je vous recommande donc de regarder sur le site epolotop.com. Donc, il y a l'adresse, vous allez sur ressources et vous allez voir dans les vidéos 3 minutes au top. Et il y a un super topo de Geoffroy sur la SLAP lésion que je vous recommande de faire écouter à tous vos patients qui veulent se faire opérer d'une SLAP ou qui ne comprennent pas ce qu'est une SLAP pour qu'ils comprennent bien qu'en grande partie, c'est adaptatif. Bref, on reparlera de ça lorsqu'on fera une masterclass spéciale instabilité. En tous les cas, je suis vraiment très content. Merci beaucoup, Geoffroy, pour ces Merci beaucoup présentations tout le qui monde. vraiment vont aider les médecins en première intention, vont aider les kinésithérapeutes sur la prise en charge de ces tendinopathies. J'espère que ça vous a plu.